Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 23 août 2024. Au sommaire cette semaine, une rencontre avec le patron de la nouvelle entité Québec Tech, un entretien avec la ministre de l'Éducation supérieure qui crée un comité aviseur sur l'IA en éducation supérieure, entrevue avec la cofondatrice d'une clinique vétérinaire en ligne et en marge du Gamescom de Cologne en Allemagne, on va parler des difficultés de l'industrie du jeu vidéo. Et puis, on ira rejoindre dans un instant Jérôme Colombin pour parler actualité. Et du côté de mes collaborateurs, il y a Jean-François Poulain qui est là avec son invité pour parler d'expérience employée. Je vous disais qu'on va parler avec le patron de Québec Tech dans un instant. Permettez-moi de les remercier parce que Québec Tech, cette semaine, appuie la production de Mon Carnet. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Des gens que je veux saluer aussi, ce sont les 5 auditeurs de la semaine de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Louise Duplessis, Louis-Régis, Sylvain Pelletier, Réal Marquet et Lola Ribard. À vous 5, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez entre vos deux oreilles présentement. Très heureux d'être avec vous et à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Direction Paris pour aller rejoindre Jérôme Colombin et parler d'actualité de la semaine. C'est un pont virtuel entre la France et le Canada. C'est chaque semaine à la fois dans Monde Numérique et dans Mon Carnet. Salut Bruno Guglielminetti. Jérôme Colombin, il manque que la musique et c'est une chanson. C'est beau, hein? Ah oui, c'est très beau. Ouais, ravi de te retrouver pour ce débrief transatlantique. Heureux de te retrouver dans ton studio à Paris. Ouais, ça y est, je suis rentré à Paris, mais je vais te faire une confidence, je suis encore en vacances. Je suis un gros flemmard, je fais durer le plaisir. Oui, la semaine dernière, on se parlait, j'étais au soleil, c'est vrai. Oui, à Chypre. J'aimerais rappeler le malheur. Ouais. Avec un zozotement d'ailleurs, dont je tiens à m'excuser auprès des auditeurs. C'était quelque chose, hein? J'avais pas mon micro habituel et il y avait un gros problème de tototer. Donc, en principe, cette semaine, je ne totote plus. Ouais. C'est quand même la technologie qui nous permet d'avoir ces conversations-là, peu importe où tu te trouves, où je me trouve. Il faut quand même la saluer. À l'occasion, il y a des soucis techniques, mais c'est tellement un détail par rapport à la possibilité de t'entendre. Toi comme moi, on ne cessera de s'émouvoir par rapport à ça. Bon, cette semaine, Bruno, dans l'actu, j'aimerais que tu me parles d'un truc que toi, tu as suivi, parce que moi, évidemment, j'ai les doigts de pied en éventail, donc j'ai pas bien creusé le sujet. Des poursuites judiciaires, à nouveau, j'ai envie de dire, contre une plateforme d'intelligence artificielle. Mais cette fois, c'est pas OpenAI, c'est Anthropic qui s'en prend plein la tête, c'est ça? Exactement. Et c'est le fruit d'une initiative de la part de 3 auteurs américains qui ont décidé de poursuivre, non pas, comme tu le disais, OpenAI avec son ChatGPT, mais bien Claude 3, donc les gens d'Anthropic, qui sont financés en grande partie par Amazon et Google. Toujours important de mentionner d'où provient l'argent pour savoir à quoi ça sert. Bien sûr. Et donc, Anthropic se voit pour la première fois vraiment bousculé. Et là, l'idée là-dedans, c'est que les 3 auteurs, ceux qui sont derrière cette poursuite-là, accusent Claude 3, et donc Anthropic, évidemment par la même raison, d'avoir été pioché dans des textes qui existaient déjà, comme on accuse d'ailleurs OpenAI. Oui, c'est toujours la même histoire. Oui, pour arriver à permettre à des gens d'arriver à écrire des documents. Et un des exemples qui est cité, et c'est pour ça que ça a attiré mon attention, c'est un auteur québécois qui s'appelle Tim Boucher, qui lui a commis en dedans de 2 ans plus de 120 ouvrages. D'ailleurs, la semaine prochaine, sur Mon Carnet, j'ai une entrevue avec lui. On a parlé de cette histoire-là. Mais donc, lui, c'est 120 livres, 120 romans qu'il a écrits en utilisant des intelligences artificielles. Pas toujours Claude. Il a été du côté de ChatGPT. Il a écrit ses livres avec des IA génératives. Tout à fait. Et lui, il se voit pas vraiment comme un romancier, il se voit comme un artiste. Alors, c'est intéressant. C'est vraiment, c'est une pièce d'art qu'il fait. Autant avec le texte, avec les illustrations, mais en bout de ligne, ce sont des romans qui sont publiés, qui se vendent dans mais alors attends, c'est lui qui reproche à Anthropic d'avoir... Non, on utilise son travail pour poursuivre Anthropic. Ah oui, même, d'accord, OK. En disant, vous avez un illustre inconnu qui, dans la région de Québec, est en train de produire 120 livres à partir de nos ouvrages que vous avez été volés
Et puis évidemment, on peut savoir que s'il y a un verdict qui est positif pour les auteurs et donc qui mettent à mal les gens d'Anthropic, ben, ça va faire boule de neige, ça va faire jurisprudence. Bien et sûr. là, les gens de OpenAI vont aussi être dans la chenoute. Mais ça, c'est un vrai sujet. On en a déjà parlé ensemble, Bruno, parce qu'on le voit arriver gros comme une maison. Hein. On sait que ces outils d'IA générative risquent de se prendre, même aux États-Unis, surtout aux États-Unis. Surtout aux États-Unis. Voilà, hein, où finalement, c'est quand même pas le laisser-faire complet. Eh bien, ils vont se prendre le mur des droits d'auteur en pleine figure. Comme à l'époque, rappelle-toi, il y a très longtemps, Google avait eu un peu le même genre de problème avec Google Books, hein, je crois que ça s'appelait comme ça. Ah oui. Voilà, ils avaient décidé de tranquillou, bilou. Et c'était Hachette qui les avait pris à partie en disant là, vous êtes en train de piller notre catalogue de bouquins parce que vous êtes en train de les numériser. Là. Oui, c'est ça. Ils disaient non, mais attendez, nous, on est super gentils. On est en train de numériser vos livres papier. Grâce à nous, vous allez avoir des versions numériques. On est trop sympa. Sauf qu'effectivement, c'est pas aussi simple. Donc, c'est vraiment un truc à suivre. Je crois que OpenAI, ça en est toujours un peu au même point également. C'est pas bougé donc, on va suivre ça, bien sûr, dans les mois qui viennent. Il y a un autre sujet, Bruno, qui est assez étonnant aussi, c'est une déclaration on parlait d'Amazon à l'instant, une déclaration du big boss d'Amazon, toujours en matière d'intelligence artificielle, et ça fait un peu flipper, enfin c'est toujours sur l'ère de l'IA va nous piquer nos métiers, quoi. Ouais, ben là c'est Matt Gaiman, qui est le grand patron de AWS, qui vient envoyer un message à son équipe d'ingénieurs logiciels en leur disant: écoutez, je pense que c'est le temps que vous commenciez à développer d'autres compétences parce que là, de plus en plus, on utilise l'IA. Elle est en train de charger du codage pour nos programmes, pour nos services. Alors, essayez d'aller apprendre autre chose, notamment la gestion de projet, parce que ça va vous être plus utile dans le futur. Moi, je trouve ça important d'en parler parce que il y a sûrement des jeunes qui écoutent notre dialogue. Et dans ce contexte-là, il y a probablement de ces gens-là qui sont ou présentement en train d'étudier la programmation ou sinon réfléchissent, pensent à la chose. Et puis, ben, c'était un peu un constat. Tu sais, on disait que c'est merveilleux, l'intelligence artificielle générative permet de faire du codage. Mais là, quand tu as le grand patron d'AWS qui dit à ses troupes, là, il va falloir que vous appreniez à faire autre chose parce que de plus en plus, on utilise la machine pour faire votre job. Ben, c'est un signal fort qui est envoyé. Et pour les gens qui pensent aller chercher de la formation là-dedans, il faut peut-être regarder, si c'est le domaine de l'informatique qui vous intéresse, gestion de réseau, cybersécurité, ça demeure toujours des métiers clés. Mais au niveau de la programmation, bah écoute, moi je vais te faire une confidence, hein. Mes enfants qui sont dans cette branche-là, je commence à m'inquiéter un peu. Hein, ben, comme ils n'écoutent pas le podcast de papa, je pense que tu devrais avoir une discussion avec eux. Ou alors je leur dis rien. Je leur dis rien. Oui, puis après ils restent pendant des années chez toi. Ouais. Non, mais bon, tu as dit le mot important au début, c'est-à-dire que les compétences en informatique, c'est une chose, mais très vite, il faut pouvoir aller au-delà. Il faut maîtriser tout ça pour aller vers, effectivement, de la gestion de projet, des choses comme ça, quoi. Ouais, puis il y a plusieurs domaines qui sont encore fort intéressants pour les gens qui s'intéressent au monde des TI. Alors, mais pour moi, je trouve que c'est important, sachant ce qui vient d'être dit, de transmettre cette information-là pour au moins permettre aux gens d'avoir tous les outils quand vient le temps de décider ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ouais. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion de poser la question à des spécialistes qui ont vraiment les mains dans le cambouis, j'allais dire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parmi les gens qui nous écoutent, s'il y a vraiment des professionnels du code, du développement informatique, etc., ce serait intéressant d'avoir leur point de vue sur la question et de nous faire des petits feedbacks. Et puis moi, je peux te dire qu'au mois de décembre, quand je vais retourner à Las Vegas à la grande rencontre AWS, tu peux être certain que je vais essayer de m'arranger pour avoir une entrevue. Tu vas les titiller là-dessus? Ben oui, parce que c'est important là, comme déclaration. Pour tout te dire, ça fait plusieurs années même que j'embête mon fils avec ça et qui me dit non, mais pas du tout, etc. Mais bon, hein. J'espère qu'il ne se leurre pas, le garçon. On va le secouer. Bon, ça continue l'actu tech. Il y avait encore un truc complètement fou. Enfin, des choses assez rigolotes en fait. C'est du côté des voitures autonomes. Ah oui, ça t'a interpellé, ça, ce qui s'est passé à San Francisco. Ah mais attends, mais j'en reviens pas. Décidément, je pense que la technologie à la voiture, ça a un peu du mal à se marier. Hein. Le mariage a du mal à se concrétiser, notamment avec les fameux taxis Waymo, les taxis autonomes de Google à San Francisco.
On avait déjà parlé de ces problèmes qu'il crée parfois dans la circulation. Il s'arrête de manière inopinée, il respecte trop les règles, etc. Et là, maintenant, il y a autre chose. Voilà, qu'ils se mettent à klaxonner la nuit et qu'ils ne savent pas se garer sur leur propre parking. Je pense que, les gens qui nous écoutent ont peut-être vu cette vidéo assez étonnante d'un parking Waymo. Donc, c'est toutes les voitures Waymo qui rentrent pour se garer. Et en fait, elles ont le plus grand mal. On a l'impression d'être sur un parking de supermarché avec des conducteurs humains, sauf que là, c'est des voitures vides. C'est en pleine nuit que ça se passe. Elles se font des politesses ou au contraire, elles se bloquent. Elles n'arrivent pas à prendre des décisions. Et en plus, il y a une nouvelle fonction sur les taxis Waymo pour éviter les accidents. Quand des voitures se rapprochent trop, elles se mettent à klaxonner toutes seules. Du coup, elles klaxonnent alors qu'elles sont sur le parking. Donc, les habitants autour deviennent complètement fous. Et c'est bienvenue à Gattaca, quoi. On est en train c'est la dystopie quasiment. On est en train de passer dans un nouveau monde assez incroyable, quoi. Ouais, mais là, les gens de Waymo disaient qu'ils avaient trouvé la solution pour arrêter le concert de klaxon. Ouais, mais il y a toujours une solution. Voilà, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'en rigoler parce que Et puis t'as vu, il s'est passé autre chose en France là récemment. Ben oui, à 7, c'était cette semaine. Je pense que c'est mercredi. Ça s'est passé. C'est amusant, mais de l'autre côté, je me suis pris la tête quand j'ai lu ça. Il y a un propriétaire de Tesla qui a décidé d'avoir la bonne idée lorsqu'il est arrêté à un coin de rue de démarrer la mise à jour du logiciel. Alors que la mise à jour de logiciel d'une voiture, d'une Tesla en tout cas, c'est au moins un bon 45 minutes. Et quand d'ailleurs tu vas prendre les livraisons de ta voiture, c'est parmi les mises en garde qu'on te fait. Attention, quand vous voulez faire une mise à jour qui vous est envoyée, dont vous êtes avisé par Tesla, vous vous assurez d'être bien garé, tranquillou, il faut pas bouger et puis ça va être lancé parce que ça peut prendre du temps. Oui, parce que ça bloque la voiture, ça bloque l'écran, ça bloque même l'alarme de la voiture. Hein. Oui, tout est arrêté. Alors là, lui, je le qualifierai pas, il a tout simplement décidé comme ça. Bon tiens, on lance la mise à jour. Oui, il a eu un pop-up, il a cliqué machinalement, quoi, en fait. Et ça a fait un bordel, ça a arrêté la circulation sur une des rues quand même passagère à 7. Ça a empêché les bus de passer, de prendre les gens. Bref, ça a été le bordel pendant un petit moment. Quelle horreur. Puis sur une toute petite rue qui est très empruntée. Ouais. Alors, et puis là, il y a des taxis Waymo qui sont arrivés, qui se sont mis à klaxonner. Et les humains ont tout lâché, se sont dit non, allez, écoutez, on lâche l'affaire, laissons les voitures entre elles, on rentre chez nous. Et là, on va fâcher des gens en disant si ça avait été une ville de vélo, il n'y en aurait pas eu de problème. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Absolument. Bon, écoute, ce qui prouve qu'en tout cas, même pendant l'été, l'actu tech ne ralentit pas et les sujets se multiplient. Jérôme, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Cette semaine, je pense que je vais retourner à la plage ce week-end. Non. Donc pas d'hebdo. On reprendra dans le dur la semaine prochaine, samedi prochain. Mais en revanche, une petite nouveauté à partir de lundi. Je passe à la vitesse supérieure. Nouveauté, moi je trouve que t'exagères. Ouais, c'est une grosse nouveauté. Écoute, c'est une grosse nouveauté. J'espère que j'arriverai à tenir la cadence parce que je vais essayer de proposer à mes auditeurs et aux abonnés du podcast Monde Numérique désormais une chronique par jour. Enfin, un sujet tech par jour, un peu comme ce que je faisais à la radio à France Info. Ça me rappelle quelque chose. Tout à fait, exactement, parce qu'il y a une telle actualité. Donc voilà, on va essayer de suivre au fil de l'eau. Et puis, évidemment, toujours l'émission du samedi avec des invités, avec notre rendez-vous, etc., etc. Alors, ça commence quand, cette série de chroniques quotidiennes? Eh bien, écoute, ça commence ce lundi, 26 août. C'est la rentrée des médias en France. Tous les médias rentrent toujours la dernière semaine du mois d'août. Et donc, on va démarrer sur les chapeaux de roue avec un sujet d'actu, je ne sais pas encore lequel. Je te dis merde pour la nouvelle série. Merci Bruno, j'espère que je ne vais pas m'essouffler au bout de 15 jours. On aura l'occasion d'y revenir, si c'est le cas. Ouais, absolument. Bon, écoute, je te souhaite le meilleur et puis on se retrouve la semaine prochaine de toute façon et nos auditeurs également. Pareillement, salut. Salut Bruno. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au nouveau podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet.
Au début de l'été, grosse nouvelle dans l'écosystème de la tech québécoise, l'organisme Startup Montréal disparaissait pour renaître immédiatement sous les traits de Québec Tech. Depuis l'annonce, il y a eu peu d'informations sur cette métamorphose et ce nouveau mandat. Et c'est pourquoi je suis bien heureux d'accueillir dans mon carnet le patron, le directeur général de cette nouvelle entité. Bonjour Richard Chénier. Bonjour Bruno. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Au début de l'été, il y a eu une grosse nouvelle. Startup Montréal, comme la chenille qui devient le papillon, se métamorphosait et ça devenait Québec Tech. C'est quoi le but de Québec Tech et pourquoi Startup Montréal ne pouvait pas le faire? Première des choses, le but de Québec Tech, c'est vraiment de se mettre à niveau par rapport à toutes les initiatives qui se font à l'international. La compétition dans le domaine des technologies, elle est très forte. Il y a beaucoup de pays qui s'organisent et se structurent pour tirer son épingle du jeu. Le Québec, pour rester dans la parade, mais devait se doter d'une stratégie plus collective pour compétitionner ces juridictions-là. Et étant donné que le Québec est 9 millions d'habitants sur un grand territoire, mais le but de changer de Startup Montréal à Québec Tech, c'est de dire, on fera pas ça uniquement pour la région de Montréal, même si on sait que Montréal est un bassin majeur en matière de start-up pour le Québec, mais il faut aussi que les entreprises qui sont dans la ville de Québec, de Sherbrooke ou en région puissent bénéficier de cet élan-là, parce que la technologie n'est pas uniquement concentrée à Montréal, au Québec. Évidemment, quand on pense à Québec Tech, tout de suite nous vient derrière nous la French Tech. Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à ça? Est-ce que vous voulez englober vraiment tout le territoire avec toutes les initiatives? Est-ce qu'à un moment donné, on va voir des chapitres régionaux apparaître? Pour les chapitres, on n'a pas encore déterminé. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on regarde, mais oui, en matière d'inspiration, la French Tech est une de nos inspirations. Bon, il y a eu aussi la Startup Nation, il y a ce qui se fait en Suède. Un de mes pays préférés à regarder actuellement, c'est la Suède. Ils font des choses extraordinaires, ils se distinguent en matière de technologie par différentes initiatives. Fait qu'on s'est inspiré un peu de tout, mais ce qu'on aimait beaucoup de la French Tech, c'est la French Tech a bien positionné sur la scène internationale la France dans les dernières années. T'sais, on associait, il y a 10 ans, on n'associait pas beaucoup la France à la technologie. Mais l'arrivée de la French Tech a fait en sorte que on associe plus les Français en matière de start-up. Il y a aussi la création de Station F, puis etc. C'est devenu une marque. Hein? Exactement. Donc, on s'inspire de ça, puis on n'a pas été très original. On s'entend, Bruno, Québec Tech, là, French Tech. À un moment donné, c'est ce que vous faites. Vous représentez le Québec puis dans le domaine de la tech. Là. Exactement. Donc, on voulait effectivement d'être un peu, pas une réponse, mais un équivalent de ce genre d'initiative-là, puis un interlocuteur aussi privilégié quand le Québec Tech interagit avec la scène internationale. Parce que c'est ça aussi, on souhaite que Québec Tech devienne un peu le label, l'étiquette du Québec technologique. Donc, fait que ça va devenir éventuellement, on le souhaite, la carte de visite. On va vouloir avoir des entrepreneurs qui deviennent des ambassadeurs du Québec Tech, d'avoir des initiatives sous le chapeau de Québec Tech qui réunit plusieurs acteurs sur le terrain sous un même drapeau. Donc l'objectif est vraiment d'optimiser nos actions parce qu'actuellement, on est un écosystème, on s'en cachera pas, un peu complexe. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'acteurs, puis quand les gens de l'international interagissent avec notre écosystème, mais c'est compliqué pour eux. Ouais. Fait qu'on dit un peu le simplificateur de l'écosystème tech du Québec. Un peu avant l'annonce de Québec Tech, il y a eu cette annonce qui concernait, puis même c'est un lieu physique, là, c'est l'ancien parquet de la Bourse où on a développé Axe C. Est-ce qu'il y a un lien, parce que dans le timing, là, un arrive et l'autre est annoncé, est-ce qu'il y a un lien avec Axe C? Tout découle de la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation que le gouvernement a lancée en 2022. Dans les choses qui étaient observées, si on voulait amener le Québec à un autre niveau, il y avait 2 éléments qui étaient importants. Le premier élément, on n'avait pas d'infrastructure majeure que les Français appellent un lieu totem pour rassembler une masse critique d'acteurs clés et faire en sorte que ce lieu totem-là permette à une région de devenir attractive. On voit l'impact qu'a eu Station F à Paris. C'est à ça que je pensais. Ouais. Exactement. Ça a eu un impact majeur, mais même au Canada. Au Canada, il y a eu de plateformes à Calgary qui a été créée il y a 3-4 ans.
Ça a eu un effet très bénéfique sur la ville de Calgary et plus longuement au Canada. Il y a eu les Communitech à Waterloo, il y a eu Mars à District à Toronto. Là, on pourrait faire le tour de plein d'endroits dans le monde, mais les villes se sont mieux structurées pour créer cette masse critique-là. Fait que dans la SQRI, il y avait cette portion-là qui était importante. Le deuxième élément, c'est pas juste de créer une infrastructure, mais c'est de dire comment on est plus stratégique et on s'organise mieux pour avoir une meilleure force d'impact face à l'international, avoir une image de marque qui frappe l'imaginaire. Donc, ce deuxième volet-là fait aussi partie de la stratégie. Mais là, je présume qu'il y a beaucoup d'intérêt, mais vous allez cibler quel type d'entreprise, quelle taille d'entreprise? Ouais, c'est clair que le mandat de Québec Tech vient répondre à un besoin où est-ce qu'on doit définitivement s'améliorer au Québec, c'est la croissance de nos entreprises à l'international. On a de la belle matière première, on a des startups de qualité au Québec, mais on doit faire en sorte qu'elles grandissent plus vite. Ce qu'on remarque, c'est qu'une fois qu'elles sont lancées et qu'elles rentrent dans une phase de croissance, on capitalise pas autant qu'on devrait capitaliser sur la croissance de ces entreprises-là pour plein de raisons. Ils sont vendus trop vite, à des valorisations souvent inférieures à ce qu'on retrouve ailleurs. Elles doivent se déménager si elle veut croître parce qu'elle n'a pas le soutien nécessaire pour rentrer dans une phase de croissance où d'autres juridictions se sont mieux organisées. Puis la troisième des choses, c'est qu'à l'intérieur de tout ça, c'est dans le volume, tu sais, on en a qui se distinguent, mais on devrait en avoir beaucoup plus qui se distinguent sur la scène internationale. On ne crée pas assez de ce qu'on appelle dans le jargon de scale-up. Donc, on crée des startups, mais le taux de conversion de startup en scale-up, ben, il faut qu'on fasse beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement. Et Québec Tech doit donc se concentrer sur cette portion-là, créer plus de scale-up, créer plus d'entreprises qui vont aller vers l'international. C'est des entreprises qui ont entre 5 et 10 millions de ventes annuelles, ça? Non, on veut intervenir avant, Ah oui. justement. Donc, on ne remplacera pas définitivement, ça va même être des partenaires importants pour nous, les incubateurs accélérateurs qui existent sur le territoire. Il y a déjà un travail extraordinaire en démarrage qui se fait. Donc, on veut beaucoup plus travailler avec ces gens-là pour dire, OK, comment on amène une entreprise qui a validé un produit, qui a un fort potentiel de croissance à l'international, comment on l'amène plus tôt sur la scène internationale pour l'amener justement vers 5 à 10 millions de chiffres d'affaires. Ce qu'on réalise, c'est qu'une entreprise qui a 5 à 10 millions de ventes, mais est rendue sur un aire d'aller où elle a accès à beaucoup plus de services de l'État, que ce soit fédéral, provincial, etc. Par contre, d'un 150 000 à 5-10 millions, c'est difficile pour des entreprises tech de se distinguer. Souvent même, ça se fait très vite. Cette phase-là, en 2 ans, elles peuvent être rendues dans un cycle de croissance important. Puis notre système n'est pas préparé à ça. Puis quand on vient, il y a des études qui démontrent que quand une start-up technologique naît dans un pays de 50 millions d'habitants et moins, elle doit exporter 2 fois plus rapidement ce qu'elle fait si elle veut rester concurrentielle sur la scène. Ouais. Et on l'oublie. Ouais. Puis on est 9 millions au Québec. Fait que 9 millions au Québec, ça fait en sorte qu'il faut corriger nos marchés. Donc, comment on amène nos entreprises tech sur un autre marché qui va permettre qui va lui permettre d'avoir de la croissance. Puis on pense que c'est une des raisons aussi qui fait en sorte que les valorisations de certaines de nos compagnies technologiques sont inférieures que ce qu'on retrouve ailleurs parce que nos entreprises évoluent beaucoup sur le marché local. C'est le fun, on a un atout, c'est on aime le Québec puis on veut que nos entreprises deviennent des succès au Québec, mais en technologie, un succès au Québec, ça vaut rien sur la scène internationale, malheureusement. Donc, il faut les amener vite, les sortir rapidement. Mais Richard, concrètement, là, une entreprise que vous allez choisir d'accompagner, elle va avoir droit à quoi comme service, comme accompagnement? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question, Bruno. On a développé on va avoir des initiatives sur 3 stades, qui sont les stades de vélocité qui nous ont inspirés. Il y a le stade V0, donc entreprise qui n'est pas encore en mode internationalisation, mais qui doit travailler sur son potentiel. Quand on va prendre la vitesse, une des premières initiatives, c'est Stade V qu'on va lancer cet automne. Le but à terme, c'est qu'à chaque année, on sélectionne 10 à 15 entreprises qu'on fast track. Donc, on amène sur une voie express pour aborder les marchés internationaux. Donc, mieux les préparer,
une approche très personnalisée. Donc, c'est pas un programme, c'est pas rien. C'est à un moment donné, on va dire, bon, mais ça a un potentiel de gagner les Olympiques. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de mettre autour de cette athlète-là? On a-tu besoin d'un psychologue sportif? On a-tu besoin d'un nutritionniste? On a besoin de quoi? Puis ensuite de ça, on va surentraîner ou entraîner ces entreprises-là pour qu'elles puissent connaître du succès, ouvrir des réseaux, etc. Donc, ça va être très sélectif ce que Québec Tech va faire pour un nombre ciblé, mais ce nombre ciblé-là, par contre, va avoir un impact quand même relativement important sur le retour. Là, on souhaite que ça change justement la situation actuelle, c'est qu'on ait plus d'entreprises technologiques en croissance à l'international que ce qu'on a actuellement. Comment va fonctionner la sélection des entreprises qui vont travailler avec Québec Tech? Est-ce que c'est vous qui, parce que vous êtes en lien, tu le disais, avec des incubateurs, est-ce que c'est les incubateurs qui vont vous proposer des candidats? Est-ce que c'est les entreprises qui vous approchent? Comment ça fonctionne? Oui, effectivement, on va avoir une liste d'organismes qui vont pouvoir nous recommander et référencer des projets. Bien entendu, certains incubateurs accélérateurs qui sont financés par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du gouvernement du Québec, ça va être un des premiers organismes de référencement. Certaines firmes de capital de risque qui sont plus à l'étape du pré-amorçage, et d'autres organisations afférentes là, qui ont des processus rigoureux de sélection, ils vont pouvoir nous pousser des projets. Mais on ne fera aucun appel de projet public parce qu'on veut justement que ces entreprises-là soient dans le système, soient accompagnées, soient bien préparées, puis qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous dise, mais je pense que cette entreprise-là est prête à aller à l'international. On a fait le ABC. Là, cette entreprise-là est prête à aller à DEF. Donc, c'est là où on va se joindre ou s'adjoindre de ce qui est déjà réalisé, puis dire, OK, on va venir compléter l'offre vers l'international. Je reviens à ma comparaison avec la French Tech. Ce qui a fait une grosse différence dans la marque French Tech et sa reconnaissance, c'est qu'elle est rapidement, ils ont compris que c'était beau les entreprises, mais il fallait qu'ils soient présents dans les grands marchés internationaux. Est-ce que ça veut dire que Québec Tech, en janvier prochain, vous allez être au CES de Las Vegas et puis en mai, en juin prochain, vous allez être au Vivatech? Ben ça, on regarde ça, on n'a pas encore déterminé notre programmation parce qu'il reste des choses à finaliser avec certains de nos partenaires, puis c'est quand même coûteux. Puis avoir une première cohorte aussi. Exactement. Donc, mais oui, l'objectif, c'est d'avoir une programmation annuelle d'activités internationales qu'on pense que c'est important, c'est un incontournable qu'on y soit. Quand on sort dans ces activités-là, mais qu'on soit hyper sélectif, qu'est-ce qu'on veut mettre en vitrine dans ces événements-là, ces foires-là, pour pouvoir capitaliser sur le trafic généré, par exemple, à CIS, à Vivatech ou ailleurs. Par contre, on ne veut pas être uniquement dans ces stratégies-là globales, parce que des fois aussi, il y a un peu de ce que j'appelle du tourisme technologique ou du tourisme de start-up. On veut s'assurer que quand on va dans ces événements-là, qu'on ait des objectifs très précis, à la fois pour le Québec en termes de rayonnement, mais des objectifs aussi très précis pour les compagnies qui y sont. Donc, c'est pas un party qu'on va se faire à CIS là-bas, c'est qu'on veut faire des affaires. On veut que nos entreprises attirent des investisseurs stratégiques, fassent des ventes, fassent parler d'elles sur la scène internationale. Donc, ça demande de la préparation là-dessus. Donc, est-ce qu'en janvier 2025, on va être à CIS? La réponse est probablement non. Est-ce qu'on va avoir en janvier 2025 une stratégie, un calendrier la réponse est oui. Richard Chénier, directeur général de Québec Tech, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Puis, longue vie à Québec Tech. Je pense que ça fait longtemps qu'on était dû pour avoir un organisme comme ça qui chapeaute la tech au Québec. Merci beaucoup, puis merde pour la suite. Merci Bruno, c'est hyper motivant, puis merci de la tribune. Salut. La semaine dernière, vous avez peut-être vu passer cette nouvelle. On apprenait que la ministre de l'Éducation supérieure du Québec, Pascale Derry, lançait une instance de concertation nationale sur l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur. On a vu quelques entrefilets sur le sujet, mais je n'ai pas entendu la ministre nous parler de cette instance. Alors, je l'ai invitée et on la retrouve à l'instant à ses bureaux. Bonjour, Pascale Derry. Bonjour. Il y a un moment maintenant, vous aviez convié tous les gens de l'éducation supérieure à faire une réflexion dans le contexte de l'intelligence artificielle. Ça a été fait. Je me demandais, cette création là, d'une instance de concertation nationale sur l'intelligence artificielle, est-ce que ça vient de là? Est-ce que ça découle des discussions que vous aviez eues à l'époque ou c'est quelque chose de nouveau?
Oui, on peut dire que ça découle des discussions, c'est-à-dire il y avait beaucoup de préoccupations dans le réseau, que ce soit dans le réseau collégial ou universitaire. C'était vraiment inquiétant. On était à l'époque, il y a un an et demi, où on commençait à parler de ChatGPT, de toute cette dynamique de ces nouvelles technologies. Et donc, pour rassurer le réseau, on avait fait ce sommet qui avait attiré un millier de personnes, puis tous les acteurs du réseau. Et donc, pour moi, c'était important d'abord de démystifier le tout, de rassurer tout le monde, puis de faire preuve de transparence, puis de dire, regardez, on est tout un réseau, on fait face vraiment ici au Québec, puis ailleurs dans le monde, je vous dirais, à la même préoccupation et au même enjeu. Donc, pour moi, c'est important de faire ce sommet-là, de partager non pas les expertises, mais de savoir un peu à quoi on a affaire, puis à qu'est-ce qu'on a affaire. Alors, c'était vraiment une espèce de sommet pour partager un peu toutes les inquiétudes. Et de là, on a, le Conseil supérieur d'éducation a fait un rapport justement sur la présence de l'IA et de ces nouvelles technologies. Et de ce rapport-là découle cette recommandation. Une des recommandations les plus structurantes, je dirais, c'est justement la mise sur pied de cette entité nationale. Dans le temps, parce que vous auriez pu le créer avant, vous auriez pu le créer plus tard. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est important maintenant? Bien, écoutez, moi, je pense que on fonctionne par étapes, là. On a fait le sommet. Il y a eu le rapport. Le rapport, évidemment, a pris quelques mois pour aller consulter tout le réseau. Et ensuite, nous, au ministère d'Enseignement supérieur, on a pris connaissance du rapport, puis on s'est dit qu'on allait mettre les recommandations de l'avant. Donc, c'est la raison pour laquelle on le fait maintenant. Puis, je vous dirais qu'il fallait au moins savoir un peu à quoi on avait affaire, puis en même temps de parler au réseau, de partager tout ça avec le réseau. Ça a permis aussi aux établissements collégiaux et aux établissements universitaires, eux aussi, chacun de leur côté, de se préparer, de s'outiller, d'apprivoiser un peu cette technologie-là. Donc, je pense que le timing, si vous me passez l'expression, est bon maintenant parce qu'on ne part pas de zéro, là. Ça fait quand même un an et demi, je vous dirais, où le réseau est quand même plus au fait et mieux outillé que ce qu'il était auparavant. Donc, je pense que ça tombe bien. Ça va nous permettre justement de partager les expertises, de voir un peu comment tous les acteurs du réseau peuvent travailler ensemble. Je vous dirais que c'est très, très bien reçu. C'est très bien reçu d'avoir cette entité avec la présence de tous les acteurs. Quand je dis tous les acteurs, c'est les établissements, mais c'est aussi les fédérations étudiantes, c'est aussi les syndicats. D'ailleurs, il y a quelques personnes déjà qui ont été contactées pour siéger sur ce comité-là. Donc, je pense que les travaux vont avancer plus vite que ce qu'on ne le pense pour que justement on puisse arriver à voir de quelle manière on peut encadrer ça. Mais encore une fois, ça ne viendra pas de moi ou de nous. Je pense que ça doit émaner du réseau. Le réseau doit vraiment, s'il souhaite baliser, s'il souhaite avoir vraiment des orientations cadres, je pense que ces orientations-là doivent émaner du réseau lui-même. Aujourd'hui, quand vous pensez à cette instance, quand vous l'avez développée, c'était quoi le mandat principal de cette instance-là? Bien, le mandat se décline en 3 volets, c'est-à-dire vraiment d'avoir, en gros, je ne rentrerai pas dans les détails, mais en gros, c'est de se pencher sur tout ce qui est éthique et tout ce qui est pédagogique aussi. Donc, les avantages et les inconvénients, évidemment, de cette technologie. En matière d'éthique, il y en a beaucoup, là, en matière de données, de partage de données, comment est-ce qu'on va gérer tout ça. Puis en matière, pédagogique, je pense aussi que c'est important, c'est-à-dire on va voir de quelle manière on peut former davantage les enseignants, ou mieux outiller les enseignants, mais aussi de mieux outiller les étudiants, parce qu'il va falloir apprivoiser cette technologie-là. On vit avec, là, maintenant, on n'a pas le choix, là. C'est vraiment, on vit avec, puis non seulement on vit avec, mais ce sont des technologies qui évoluent à une manière exponentielle, et donc, il va falloir s'ajuster, puis pour s'ajuster, ben ça prend justement cette entité, ça prend ce partage de connaissances. Puis, tu sais, on a une entité maintenant, mais éventuellement, ça va devenir, on aura un peu plus de cohérence et d'uniformisation de pratiques à travers le réseau, et ça va nous permettre d'avoir certaines orientations cadres, une vision commune, tant au niveau éthique qu'au niveau pédagogique. Mais c'est vraiment là-dessus qu'on va tabler sur ce comité-là. Vous le disiez tout à l'heure, il y a déjà des gens qui ont été contactés, en tout cas qui sont en train d'être contactés. Ça va prendre quelle forme, cette instance de concertation nationale? Est-ce que c'est un groupe aviseur? Est-ce que c'est donc des conseillers à la pièce? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'ils auront à vous offrir comme service, à vous donner comme résultat? Bien, c'est ce qu'on est en train de mettre sur pied. Donc, cette entité-là va nous permettre d'aller rejoindre, comme je le disais, plusieurs acteurs, non seulement les acteurs du réseau, mais aussi des experts qui, depuis quelques années déjà, travaillent sur l'intelligence artificielle, puis surtout dans le milieu de l'enseignement supérieur, parce qu'évidemment, ça bouscule beaucoup le milieu de l'éducation, le milieu de l'enseignement supérieur également. Donc, pour l'instant, je pense qu'on va aller chercher les acteurs
les acteurs dont on sait très bien qu'ils vont déjà être là, c'est-à-dire les établissements, les fédérations étudiantes, les syndicats aussi. Mais on va aller quand même recruter des chercheurs et des experts pour qu'ils puissent siéger sur cette entité. Puis à partir de là, j'imagine qu'on va être capable de mettre sur pied, puis j'attends à avoir ce type de discussion-là parce qu'on est en train de mettre ça sur pied, de voir un peu comment on va décliner tout ça. Est-ce que ça va être par thème? Est-ce qu'il y aura des sous-comités? C'est ce qu'on est en train de regarder maintenant, de quelle manière exactement, concrètement, on va mettre ça sur pied. Mais ceci dit, je pense que d'abord, on va faire ça rapidement. On est déjà en train de contacter ces gens-là pour mettre sur pied cette entité. Puis ensuite, les discussions, je pense qu'elles vont évoluer aussi rapidement puisque, comme je le disais, les gens sont déjà conscients des avantages et des limites de cette technologie puis ont hâte de participer à ce comité-là puis à ce partage d'expertise-là. Mais vous le disiez, hein, ça bouge tellement vite. Est-ce que vous allez leur permettre d'avoir une certaine agilité pour parer les coups et pas être seulement à la remorque de ce qui se passe pour avoir une réflexion? Absolument. Moi, je pense qu'à ce stade-ci, on va être capable justement de se pencher sur cet enjeu-là, puis préparer un petit peu l'avenir ou les années à venir. Comme je le disais, il va falloir apprivoiser ces technologies-là, vivre avec, travailler avec, enseigner avec, étudier avec. Je pense qu'on n'a plus le choix et tout le monde en est conscient, même les étudiants le sont. Je pense qu'il faut pas voir ces technologies-là comme un ennemi. Là. Il faut vraiment être capable de l'apprivoiser. Ça peut être un outil d'apprentissage, un très bon outil d'apprentissage pour nos étudiants, mais ça a aussi ses limites. Et je pense que c'est vraiment là-dessus où sur lequel il va falloir travailler. Mais c'est clair qu'on va se projeter un petit peu dans l'avenir, vu la manière dont ça évolue. Écoutez, même nous, même si je voulais légiférer demain matin, là, on peut pas faire ça. Ça évolue tellement rapidement que si on légiférait, ben dans 2-3 mois, ce serait déjà périmé, désuet, ça marcherait plus, ça répondrait pas du tout au contexte actuel. Puis je pense que tout le monde est un peu dans le même bateau. Je parlais à des homologues étrangers, puis tout le monde vit la même réalité, tout le monde vit les mêmes bouleversements. Et je pense qu'il faut vraiment se pencher là-dessus, puis c'est ce qu'on fait actuellement. Donc, j'ai vraiment bon espoir, puis je suis très optimiste que ce comité-là va réussir à non seulement avoir une vision commune, mais avoir une vision commune pour du court terme, mais aussi pour du moyen-long terme, là. Vous le disiez tout à l'heure, les institutions, les établissements ont eu le temps de développer leurs outils, d'encadrer la pratique de l'intelligence artificielle, j'allais dire dans leur juridiction, mais selon l'établissement, ça change un peu. Est-ce que ça va être le travail de l'instance aussi de voir un peu les politiques des différents établissements puis d'arriver à vous proposer quelque chose qui pourrait normaliser l'utilisation ou harmoniser? Absolument. Ouais. Absolument. Puis je pense que c'est le souhait un peu de tout le monde là-dedans. C'est que les établissements étaient un peu chacun de leur bord. Puis c'est correct aussi, là, c'est-à-dire chaque établissement a ses politiques internes, les établissements sont autonomes aussi, on ne peut pas venir leur imposer la manière de faire, mais je pense que c'est pour ça que le comité est utile et nécessaire pour être capable de créer cette vision commune, uniformiser les pratiques qui sont déjà là, puis à la limite en créer d'autres s'il faut en créer d'autres, mais ça va nous permettre d'avoir une certaine uniformisation des pratiques à l'échelle du réseau. Puis une fois que on aura cette vision commune, ben c'est sûr qu'après, on va le suivre un peu en temps réel. C'est-à-dire l'évolution va se faire de manière naturelle, puis ça sera plus facile aussi parce que tout le monde sera sur la même longueur d'onde et sur la même page. Ça va nous permettre aussi de faire évoluer cette vision commune également. Mais oui, moi, je m'attends à ce qu'il y ait quand même une certaine cohérence. Ceci dit, les mesures qui ont été mises en place ou les moyens qui ont été mis en place, autant par les dirigeants d'établissement que par le personnel enseignant, c'est encore valable. C'est-à-dire tout le monde va s'ajuster, mais c'est encore valable. Puis ça va être bien de voir de quelle manière certains se sont mieux outillés que d'autres, puis ce partage de connaissances-là puis d'expertise va servir, là. Comment vous, comme ministre, vous allez évaluer l'efficacité de cette instance-là? Qu'est-ce qui est important pour vous? Ben moi, c'est sûr que je vais suivre les travaux de très, très près, comme je le fais quand on met une instance sur place ou quand on a un rapport ou quand on demande un rapport. Moi, j'aime jamais que ça reste lettre morte là, ou que ce soit tabletté. Ce sera pas du tout le cas. C'est un enjeu extrêmement important. Puis je pense qu'il faut le suivre en temps réel. Donc là, les équipes travaillent à mettre ça sur pied. Ensuite, on va voir de quelle manière on va concrétiser le tout autour de certains thèmes. Il y aura probablement, comme je le disais, des sous-comités. Mais c'est sûr que je vais suivre ça. Moi, mes équipes nous dresse un portrait. À chaque rencontre, il va y avoir un portrait qui nous parviendra au cabinet avec lequel on va pouvoir travailler puis suivre les travaux vraiment
de manière assidue puis de manière continue. Puis c'est ça qui va me permettre des fois d'ajuster le tir ou des fois d'en faire un peu plus ou des fois, ça dépend de quelle manière vont évoluer les discussions, mais c'est clair que je vais être pas mal là-dessus au cours des prochains mois, voir comment ça évolue, puis suivre ça de manière très serrée, absolument. Et en terminant, aujourd'hui, à quoi ressemble l'échéancier pour cette instance? À quand les premiers résultats concrets selon vous? Alors, j'ai pas cette réponse-là à l'heure actuelle, mais je vais l'avoir d'ici quelques temps. On est en train justement d'aller mettre l'entité en place. On va solliciter les acteurs qui vont être sur ce comité-là. Puis en sollicitant les acteurs, ça va nous permettre aussi de décliner les thèmes qui seront abordés. Puis ça va me permettre aussi d'avoir un échéancier. Donc, d'ici quelques semaines, je vous dirais, moi, j'aimerais, au cours de l'automne, me faire une bonne tête sur la manière dont on va opérer tout ça. Mais j'ai pas d'espoir que ça va se faire assez rapidement. Puis l'échéancier, bien écoutez, j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'on puisse avoir déjà une certaine vision commune pour la prochaine rentrée. Vu que c'est quand même un enjeu qui évolue rapidement, j'aimerais être capable, dans la mesure du possible, d'avoir un comité qui se penche sur une vision commune sur laquelle on pourrait tabler d'ici la prochaine rentrée. Là. Pascal Derry, ministre de l'Enseignement supérieur au gouvernement du Québec, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup, un plaisir comme d'habitude. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Si vous avez un animal de compagnie, vous savez que quelquefois, ça devient un peu compliqué d'obtenir un rendez-vous chez le vétérinaire. Quand même moins pire que chez un médecin d'humain, mais bon, quand même. Et je vous parle même pas du cas des gens qui vivent hors des grands centres et qui sont mal desservis par les services vétérinaires. C'est pourquoi quand j'ai vu passer l'information au sujet d'une clinique vétérinaire qui allait ouvrir ses portes sur le web québécois, je me suis dit, je veux absolument vous en parler. Alors, on va aller retrouver dans son bureau la cofondatrice de la clinique NéoVet. Bonjour, Dr. Florence Deschênes. Bonjour. Pourriez-vous m'expliquer quel est le concept de NéoVet? NéoVet, c'est une clinique vétérinaire virtuelle. Donc, c'est une plateforme de prise de rendez-vous où est-ce qu'on peut, en visioconférence, rencontrer les gens, voir des fois leurs animaux aussi, montrer des choses et tout. Fait que c'est vraiment un format de téléconsultation, mais comme on est vraiment une clinique, ça nous permet en fait de faire aussi des prescriptions de médication, de faire des plans de traitement, des suivis avec le client par la suite. Puis, on peut aussi, en fait, on a une boutique 100% en ligne qui va permettre de faire la livraison de nourriture, produits directement à domicile. Fait que le but, c'est vraiment, nous, ça a comme deux volets. C'est de venir beaucoup, surtout aider les régions éloignées du Québec qui ont une accessibilité vétérinaire plus difficile, mais aussi pour les gens, par exemple, en ville où est-ce qu'il y a une plus grande concentration de vétérinaires, c'est de pouvoir avoir accès à des services au sein de la maison où est-ce qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Donc, pour les gens qui sont super occupés, par exemple, les jeunes familles, les gens qui sont professionnels, qui ont des horaires de travail chargés, ou pour les animaux qui sont, par exemple, très stressés, anxieux, agressifs en clinique où c'est difficile de les déplacer, c'est comme une alternative qui permet de prendre en charge ces cas-là par téléconférence. À l'époque, je me souviens que j'avais parlé d'un des premiers services de télémédecine là, pour les humains et on me disait qu'il y avait de mémoire, là, 80% des consultations qui pouvaient se faire comme ça via la vidéoconférence. Le reste, bien évidemment, il y avait besoin de voir le patient. Est-ce que vous diriez que c'est dans cet ordre-là, au niveau de la consultation qui se fait normalement en cabinet? C'est une bonne question. Nous, l'enjeu qu'on a, c'est que l'animal ne parle pas. Donc, l'humain agit comme à titre de tiers pour lui. Donc, nous, c'est complexe, un peu différent parce que l'information nous vient de l'humain. Donc, toute l'information que le propriétaire va récolter à la maison, ça, oui, ça peut être fait juste en discussion. Il y a certains éléments de l'examen physique qui vont nous amener beaucoup d'informations, mais il y a des choses que le client peut prélever, par exemple, lui-même à la maison, que ce soit une fréquence cardiaque, on peut montrer comment faire, fréquence respiratoire, une température, nous montrer, prendre des photos, nous les envoyer. Donc, oui, l'examen est très important, puis nous, c'est pour ça que de la façon, dans notre vision, en fait, c'est qu'on n'est pas là pour remplacer l'examen physique annuel. C'est pourquoi on ne va pas, par exemple, pour l'instant, vouloir faire, je donne un exemple, un vaccin à domicile. Pourquoi? C'est qu'on juge que c'est important qu'une fois par année, l'animal voit son vétérinaire, soit ausculté, vérifie, fasse vraiment un suivi physique. Mais pour certaines conditions, il y a des choses que, je dirais, moi, peut-être 80%, je trouve ça un petit peu élevé comme pourcentage. Peut-être, j'oserais dire qu'il y a 60-65% des cas qu'on serait capable de gérer par discussion plus, du moins
le premier abord, mettons, qui peut être fait comme ça. Il y a certaines choses, des fois, qui peuvent être vraiment prises en charge très rapidement en modifiant certains petits trucs, que ce soit la diète, des petites choses sans nécessairement utiliser de médication. Donc oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire parce que les gens sont très observateurs de leurs animaux, en fait, là. Donc, ça va être un outil très précieux pour nous pour ce genre de consultation-là. D'où vous est venue l'idée de démarrer ce service-là en ligne? Moi, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est mon conjoint et moi qui avons parti Néovette. Quand j'ai commencé, moi, ça va faire 7 ans que je suis vétérinaire. Dans mes premières années de pratique, j'étais à Chicoutimi. Donc, le manque de vétérinaires était déjà présent à ce moment-là. C'est une situation que je connaissais bien. Moi, j'ai encore beaucoup d'amis qui travaillent là-bas. Donc, le manque de vétérinaires, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. La population vétérinaire travaille vraiment très fort. Puis, il y a un petit déséquilibre au Québec concernant le nombre d'animaux versus le nombre de vétérinaires. Donc, c'est un enjeu qui est très présent en région éloignée. Puis nous, on cherchait une façon de venir un peu pallier, aider. C'est pas toujours possible pour nous de physiquement aller faire des heures au Lac-Saint-Jean quand on habite dans la région de Montréal. Donc, on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis, c'est comme ça que ça nous est venu l'idée de créer aussi Néovette. Puis aussi, veut pas, il y a beaucoup de gens en clinique, on s'en rend compte dans les consultations, est-ce qu'il y a des services de télémédecine? Il y avait des clients qui nous le demandaient, puis on se disait, c'est vrai dans le fond que ça n'existe pas vraiment, une plateforme comme ça. Fait que c'est un petit peu de cette façon-là que l'idée nous est venue l'année passée. Depuis le temps, quand on part de l'idée, puis aujourd'hui, là, le 1er septembre, le service va être disponible en ligne, est-ce que depuis, vous avez regardé ce qui se fait ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il y a des services qui vous ont inspiré dans ce que vous allez offrir? Oui, en fait, on avait fait un tour aussi pour voir. En Europe, c'est super populaire. Il y en a vraiment beaucoup. Aux États-Unis aussi. Il y a même une plateforme canadienne qui a été ouverte au Québec dans les derniers mois, qui va faire surtout de la téléconsultation, mais il n'y avait rien qui était sous le format d'une vraie clinique, on va dire, où est-ce qu'on a différents aspects. Parce que nous, on est 2 vétérinaires qui est très... on aime vraiment quand les choses sont bien faites. La qualité médicale est vraiment importante pour nous. Puis c'était un petit peu un enjeu qu'on avait de se dire, on veut pas venir plier sur la qualité de la médecine parce qu'on est en virtuel. Donc, c'est pour ça qu'on cherchait une façon de le faire plus global, d'avoir une approche qui est plus complète. Fait que vraiment, le format de clinique complète, on n'avait jamais vu ça en ligne. Donc, oui, on s'est inspiré de qu'est-ce qu'on voit ailleurs, mais on a un petit peu adapté à ce que nous, on aime, comment on aime pratiquer, puis qu'est-ce qu'on veut offrir aux animaux québécois. Et là, vous parlez de vous et votre conjoint, mais je présume que ça va vraiment bien aller. Il y a des gens qui vont venir vous voir. Mais ça veut dire que parallèlement, votre pratique à vous, privée, en clinique, ça va disparaître. Vous allez passer votre temps en ligne? Ah, c'est une bonne question. En fait, non, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voudrait continuer de faire au maximum 50% en virtuel, 50% en présentiel parce que on aime beaucoup le contact client physique aussi. On est 2 vétérinaires qui aiment beaucoup pratiquer la chirurgie, la dentisterie. Donc ça, c'est pas des choses qu'on fait en virtuel, malheureusement. Puis, vraiment, comme l'examen physique demeure important, on veut continuer de vraiment prêcher pour ça aussi. Donc, si, comme on l'espère, comme on le prévoit, Néovette prend un envol quand même assez important, on a beaucoup d'autres vétérinaires qui veulent se joindre à nous pour venir nous aider à offrir plus de plages horaires disponibles parce que c'est sûr qu'au début, on va être tous les 2 pour voir un peu quelle direction ça prend. Mais comme on le prévoit, on a beaucoup de noms en banque déjà. On a plein de gens qui nous envoient leur CV. Donc, on est prêt si jamais la demande est grande pour répondre à ça. Au départ, ça va être quoi la plage horaire de service? En fait, nous, comment on va fonctionner, c'est que on va fonctionner par bloc de 2 semaines, ce qui veut dire que, par exemple, si on prend notre ouverture le 1er septembre, ce qu'on veut, c'est que les clients puissent prendre rendez-vous dans les 2 semaines suivantes. Fait qu'ils vont avoir, eux, quand ils vont aller pour prendre leur rendez-vous, c'est une plateforme, en fait, qui s'appelle Vetstoria, qui va leur offrir des plages horaires avec, par exemple, 10h, 10h30, tout ça. Donc, les plages horaires du jour vont être affichées sur le site. Si quelqu'un choisit le rendez-vous, cette plage horaire-là va disparaître. Donc, eux, ils vont avoir accès à prendre rendez-vous dans les 2 semaines plus tard. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est assurer qu'à chaque jour, on soit capable d'offrir une plage horaire. Donc, dépendamment de la journée, ça peut être plus le matin, plus le soir. Ça va vraiment varier. Donc, oui, c'est un petit peu comme ça qu'on va fonctionner. Et quand ça va bien aller, est-ce que vous allez offrir des plages beaucoup plus larges? Ça veut dire très tôt le matin et parce que je pense à votre clientèle là, qui est active ou qui n'a pas nécessairement un horaire de 9 à 5 ou seulement le matin ou seulement l'après-midi. Est-ce que vous allez donc être disponible plus tard et plus tôt? Oui, puis c'est exactement ça qu'on veut, par exemple.
sans rentrer dans nos détails de notre vie personnelle, moi, je suis plus lève-tôt. Mon conjoint est plus couche-tard. Donc, c'est sûr que, tu sais, on veut offrir des plages horaires très tôt le matin avant le travail. Même chose le soir en revenant. C'est surtout de pouvoir offrir quand les cliniques vétérinaires sont fermées, d'être présent pour pouvoir aider. Même chose la fin de semaine ou les jours fériés. Justement, on va ouvrir juste avant la fête du travail. Donc, ça, c'est un long week-end où est-ce qu'il y a beaucoup de cliniques qui sont fermées. Fait que c'est sûr que ça va quand même bien tomber dans ce sens-là. Mais oui, on veut offrir, dans notre monde idéal, ça serait toute la journée avoir des plages horaires, mais de façon réaliste, on va commencer 2 semaines à la fois pour voir comment ça va, puis on veut s'assurer que plus les plages vont se combler, plus on va ouvrir des disponibilités. Là. Ma question va vous paraître bizarre, mais est-ce qu'il y a des animaux qui sont plus faciles que d'autres à traiter à distance virtuellement? Oh, c'est une très bonne question. Je me suis jamais fait poser cette question-là. Je pense que ça dépend. C'est pas tellement l'espèce, mais plus le type de problème qui va être plus facile à traiter, disons, à distance. Tu sais, si on pense, par exemple, aux problèmes de peau, problèmes d'oreilles, c'est toutes des choses qui sont externes, donc qui se voient facilement. Donc, c'est plus facile à traiter versus quand un animal ne mange pas. Il y a à peu près 300 raisons pourquoi un animal ne veut pas manger, là. Fait que je dirais que c'est plus le motif qui va rendre la chose plus simple versus l'espèce. Tout à l'heure, vous disiez que pour vous, c'était important d'offrir le service à la grandeur du Québec. Et puis, bon, on le sait, si on est dans le milieu urbain, chat, chien, souris, oiseaux, ça fait le tour pas mal de l'affaire. Mais du moment qu'on va en région, là, est-ce que vous allez aussi offrir vos services de vétérinaire dans le domaine de la production agricole? Ça fait partie de nos plans. Comme nous, on est 2 personnes qui travaillent seulement dans les petits animaux, pour l'instant, ça sera pas possible, mais c'est vraiment dans les choses qu'on voudrait faire assez rapidement. On a même un projet de pouvoir avoir certains spécialistes vétérinaires, par exemple, dans les grands animaux qui vont travailler à la faculté de médecine vétérinaire, qui peuvent offrir de la télémédecine pour même les vétérinaires praticiens en région pour venir les aider, pour savoir est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Ça fait toute partie de nos projets dans les choses qu'on voudrait mettre en place. Donc, mais oui, c'est sûr que les grands animaux, on le sait que c'est un enjeu même parfois plus important que les petits animaux, juste parce qu'il y a encore moins de vétérinaires qui travaillent dans ce domaine-là. Mais ça va venir. Ça fait vraiment partie de nos projets assez tôt là, dans le processus. Alors, les gens qui veulent avoir accès à une consultation en ligne, où ils se rendent? En fait, on a notre site web qui est www.neovet.ca, où est-ce que sur le site web, il y a vraiment toutes les informations que le client peut retrouver. Il va y avoir un bouton qui va être prendre un rendez-vous. Donc, en cliquant sur le bouton, on va arriver sur une plateforme où est-ce qu'il va carrément créer son compte. Donc, par exemple, le nom avec le nom de l'animal. Puis, juste avant, ça va être écrit motif du rendez-vous. Donc, par exemple, si on écrit chat qui tousse, on écrit quelque chose comme ça. Nous, on a fait un système de mots-clés qui va détecter certaines choses. Fait que c'est comme un premier triage qui va nous dire, bon, est-ce que les motifs qui ont été rentrés, est-ce que c'est sécuritaire ou pas de le faire en télémédecine? Parce que notre but, c'est surtout pas de se retrouver avec un animal qui aurait besoin d'un soin en présentiel puis que le fait qu'il prenne un rendez-vous en télémédecine retarde cette procédure-là. Donc, le système de mots-clés va détecter s'il voit quelque chose qui peut paraître, disons, pas une bonne idée en télémédecine, ça va ouvrir une fenêtre qui dit « Oh, je pense que vous devriez peut-être plutôt prendre rendez-vous en présentiel. » Si le client dit « Ah, mais c'est pas ça que j'avais voulu écrire » ou peu importe, il peut cocher puis quand même aller de l'avant avec son rendez-vous, mais c'est comme un premier système d'avertissement. S'il n'y a pas de mots-clés qui nous paraît inquiétant, ça va tout simplement ouvrir directement la plage de rendez-vous. Ils vont avoir accès avec les plages horaires choisies. Ils vont sélectionner l'heure, confirmer, puis ensuite, dans les heures qui suivent, ils vont recevoir un lien pour la visioconférence qui va être envoyée par courriel. Entre les deux, il va y avoir un lien de paiement pour préautorisation par carte de crédit. Donc, tous les paiements se font par carte de crédit par virtuel, vu que c'est en ligne. Puis après, il va y avoir le rendez-vous avec le vétérinaire. Suite au rendez-vous, en fait, c'est là qu'on va nous émettre les conseils. S'il y a des prescriptions à faire, on va les faire. Puis on peut les faxer dans les cliniques près de la maison. Si c'est le week-end puis que tout est fermé, ça peut être faxé en pharmacie humaine parce qu'il y a quand même beaucoup de génériques qui vont offrir les médicaments. Dépendamment, c'est sûr que les mini-chats n'ont pas les doses d'humains, mais mettons un chien, c'est plus facile et tout ça. Donc, ça va pouvoir être fait. Puis, ce qu'on implante, en fait, à Montréal, on le fait en projet pilote, mais c'est quelque chose qu'on voudrait avoir dans les autres régions, c'est qu'on va avoir un service de technicienne à domicile. Donc, ça veut dire que si, par exemple, le chien, on juge qu'il a besoin d'une prise de sang pour la raison qu'on l'a vu, la technicienne va se déplacer à la maison, prendre la prise de sang. En fait, je parle d'une technicienne, mais elle va aussi avoir une aide technicienne. C'est un duo ensemble qui vont se déplacer chez les gens, prélever la prise de sang, reprendre l'échantillon,
On envoie ça au laboratoire. Nous, on reçoit les résultats dans les 48-72 heures. Puis après, ça nous permet aussi de avoir un plan de traitement qui est plus élaboré, d'avoir vraiment tout ça dans notre vision de médecine de qualité, être capable d'offrir ça. Fait qu'on entame ça à Montréal, mais très rapidement, si ça va bien, on voudrait l'étendre dans d'autres régions du Québec aussi. Puis pour pallier à ça, en attendant qu'on ait ce service-là disponible, nous, ce qu'on veut faire, c'est envoyer des prescriptions de tests. Donc, plutôt que les gens reçoivent la technicienne à la maison, ils vont aller dans une clinique près de la maison, juste faire une prise de sang. Comme quand nous, on va faire un prélèvement, puis après, la clinique va nous envoyer les résultats. Donc, ça, c'est vraiment dans le but d'avoir un partenariat collaboratif avec les cliniques, de se dire, on veut aider tout le monde, puis être capable d'avancer dans les cas le plus possible. Vous avez mentionné paiement par carte de crédit. À quoi ressemble la tarification? Donc, la tarification, ça va être de 85 $ plus taxes pour le rendez-vous. Suite à ça, s'il y a des prescriptions qui sont faites, il va y avoir des frais d'honoraires de prescription. S'il y a, par exemple, des prises de sang et tout, c'est sûr qu'il va y avoir des frais liés avec les tests. Mais pour le rendez-vous en tant que tel, c'est 85 $ plus taxes. Je sais que le service n'est pas encore lancé, mais l'information circule déjà. Vous avez donné plusieurs entrevues. C'est quoi la réaction de vos pairs? Est-ce qu'ils trouvent que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne question. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de monde qui me la demande, puis c'est quelque chose qui inquiétait un peu, voir comment ça va se passer, mais la réponse, elle est super bonne. Faut dire que nous, ce qu'on a fait avant de lancer Neovette, on a une espèce de communauté vétérinaire en ligne où est-ce qu'on a un groupe où est-ce qu'on est tous dessus, puis nous, on avait écrit un message pour expliquer notre projet vraiment avant, tout expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on avait, notre vision avant de le sortir au grand public. Puis la réponse déjà avait été super bonne. Je pense que nous, notre approche est vraiment très collaborative et non compétitive. Donc, c'est sûr que je pense que nos collègues vétérinaires le voient qu'on veut. On est vraiment de bonne volonté de vouloir aider, surtout pallier à un besoin qu'il y a, un manque qu'on n'a pas dans notre communauté vétérinaire. Puis non, la réponse, honnêtement, elle est excellente. Fait qu'on est très contents. Docteur Florence Deschênes, cofondatrice de Neovette, j'ai l'impression que vous vous lancez dans une belle aventure. Vous allez avoir beaucoup de succès. Merci en tout cas au nom des propriétaires d'animaux. Ça va être une ressource intéressante à connaître. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup, puis au plaisir de vous reparler. Cette semaine se tient à Cologne, en Allemagne, la grande fête du jeu vidéo en Europe, le Gamescom. Et c'est dans ce contexte que j'ai lu l'excellent dossier de la rédactrice en chef du Figaro Économie sur la difficile période que vit présentement l'industrie du jeu vidéo. C'est vrai en France, mais c'est aussi vrai ailleurs dans le monde, dont chez nous. On la retrouve à la rédaction du Figaro à Paris et d'ailleurs, elle commence à être une habituée de mon carnet. Bonjour Chloé Wattier. Bonjour Bruno. Chloé, cette semaine, il y avait un article, ça concernait l'industrie du jeu vidéo. J'ai l'impression que chaque fois qu'on en parle dans les pages économiques, c'est parce que ça va mal. Et cette fois-ci, c'est comme, il y a un portrait de famille et c'est pas tellement jour là. Ah bah non, là en ce moment, ça ne va pas très bien dans cette industrie. En fait, ça fait maintenant plus d'1 an que cette crise a commencé. Et si j'ai décidé de réécrire dessus, c'est parce que là s'ouvre en Allemagne un très grand salon qui s'appelle la Gamescom, donc qui est le grand rendez-vous européen du jeu vidéo, mais qui en fait est un rendez-vous mondial désormais. Et derrière un peu les paillettes du salon public où les gens peuvent venir s'essayer aux dernières nouveautés et à celles à venir, et ben en fait, il y a tous les halls privés, les halls réservés aux professionnels, les rendez-vous dans les hôtels, etc., où plein de professionnels viennent pour tenter en fait de sauver leur entreprise, de sauver leur projet, parce qu'il y a des très gros manques de financement. Justement, et ce manque de financement-là, quand on lit l'article, on voit que ça a un lien direct avec les taux d'intérêt qui sont particulièrement à la hausse. Pour les gens à qui vous avez parlé, est-ce que c'est uniquement la seule raison ou il y a aussi une question de restructuration puis il y a un marché qui est en train de s'ajuster? Alors, les taux d'intérêt, c'est vraiment, on va dire, la goutte d'eau, en tout cas, le fuel de cette crise. Parce que cette crise a aussi d'autres raisons. En fait, c'est pendant le Covid, comme plein d'autres industries qui ont profité, je mets beaucoup de guillemets, profité de la crise du Covid, qui en sont sorties gagnantes, et beaucoup se sont vues plus belles qu'elles ne l'étaient et se sont dit, ça va continuer comme ça dans les années à venir. Les gens ont pris l'habitude
de consommer de manière digitale, de vivre dans le virtuel, voilà, de faire des visioconférences, de rester chez eux pour télétravailler. Et donc, en partant sur des projections de croissance à 2 chiffres pour chaque année, ils se sont dit, donc dans le jeu vidéo notamment, mais pas que, on va investir, on va embaucher, on va racheter des actifs, on va lancer de très nombreuses lignes de production, on se lance dans des objectifs de vente qui, en fait, n'étaient pas réalistes parce que, surprise, quand les confinements se sont arrêtés, que la vie normale a repris, et les habitudes ont aussi repris. Et que la croissance du jeu vidéo, comme on dit chez nous, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et au bout d'un moment, ça s'arrête. Donc la croissance est toujours là, mais juste à un rythme beaucoup plus raisonnable que ce qu'on a pu connaître pendant les années 2020 et 2021, ce qui a conduit à beaucoup d'échecs commerciaux qui coûtent très cher pour ces entreprises parce qu'un jeu vidéo aujourd'hui, ça se chiffre à minima quelques centaines de milliers d'euros quand on est indépendant, mais surtout à des dizaines, voire centaines de milliards de dollars quand on est un titan de l'industrie. Dans votre papier, justement, vous l'abordez, cette problématique-là, parallèlement aux taux d'intérêt qui sont à la hausse. C'est le problème de la surproduction qui s'est fait. Et dans le fond, les studios se retrouvent pris avec ça. Oui, voilà, en fait, la surproduction, en fait, les causes sont identifiées, sont multiples. Donc, d'un côté, tous ces grands acteurs qui lancent plein de jeux différents, mais vous avez aussi de l'autre côté, en fait, aujourd'hui, c'est très facile, depuis une dizaine d'années, d'entrer dans l'industrie du jeu vidéo. Vous n'avez pas besoin de vous faire embaucher par un Square Enix, par un Microsoft, par Sony, par Electronic Arts pour faire du jeu. N'importe quel professionnel indépendant peut publier lui-même son jeu sur notamment les plateformes PC comme Steam, ce qui fait que ça a ouvert les champs des possibles, ça a ouvert énormément les possibilités. Donc, on se retrouve chaque jour avec des centaines, des milliers de nouveaux jeux qui sont déversés sur les plateformes de téléchargement, que ce soit donc sur Steam, que ce soit sur le PlayStation Store, que ce soit également sur mobile. Le problème, c'est que le gâteau n'est pas énorme, donc ce qui fait qu'il y a énormément d'échecs. Et donc ça, c'est à l'autre bout de la file, on va dire, au tout début, tous ces indépendants qui, certains, rencontrent d'immenses succès. C'est ça aussi, c'est un peu le rêve, j'aurais dire une sorte d'American Dream, de se C'est dire, la course au voilà, Klondike. Ouais. exactement, on se dit, c'est possible, tout le monde peut rencontrer un succès immense en développant tout seul ou à 3 ou à 4 dans son coin, dans son garage. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on se retrouve du coup avec énormément de jeux, mais derrière, les gens, il n'y a pas forcément autant de succès qu'on ne le souhaiterait. Et surtout, la crise économique aussi s'ajoute à tout ça, la crise du pouvoir d'achat. On y réfléchit peut-être à 2 fois avant de se dire, est-ce que je vais mettre 70 € dans un jeu? Est-ce que ce jeu à 30 €, on va peut-être pas attendre qu'il passe à 5 plutôt avant de l'acheter? Et ça, ce sont des vrais réflexes de consommateurs dans le jeu vidéo désormais, c'est de se dire on va attendre des soldes, on va attendre que c'est moins cher. Sauf qu'en face, on a des chefs d'entreprise qui nous disent en fait, à la fin, on s'y retrouve pas. Ah oui, effectivement, parce qu'il y a quand même des loyers et des salaires à payer. Mais en filigrane, et ça, on le sent quand on vous lit, il y a aussi le contexte, mais c'est toujours là, mais ça ne se règle pas, la précarité croissante des emplois dans l'industrie. Et ça, Oui. on ne règle pas ça. Non, alors les contextes sont très différents en fonction des pays et des lois sociales qui encadrent l'emploi, par exemple. On m'a beaucoup expliqué qu'au Japon, pour le moment, on voit assez peu de grands plans sociaux parce que là-bas, les lois du travail sont très protectrices et désincitent les entreprises à faire des plans de licenciement. À l'inverse total, aux États-Unis, on sait que c'est extrêmement simple de se séparer des salariés. Donc là, on a vu des plans sociaux brutaux. Donc qu'on connaît à l'américaine, où voilà, vous arrivez au bureau le matin et on vous dit dans 30 minutes, en fait, vous êtes licencié, merci de faire votre carton et vous aurez peut-être généreusement 1 mois de salaire si tout va bien. Et comme on parle de métiers donc aux États-Unis qui sont extrêmement bien payés, voilà, ces personnes se retrouvent en grande difficulté parce que, le marché de l'emploi se bouge totalement. Ils ont beaucoup de mal à trouver un nouvel emploi. Ils ont des loyers ou ils ont des traites à payer. Et donc tout ça nourrit une précarité et aussi un sentiment, une envie de pousser la syndicalisation du secteur qu'on ne voyait pas forcément avant et qui, là, depuis plusieurs années, est en train de monter beaucoup aux États-Unis dans l'industrie du jeu vidéo. Parce que c'est aussi une industrie qui, par nature,
n'est pas très tendre avec ses salariés parce que à la fin d'un projet, voilà, bon, bah, tout le monde est licencié ou alors on est obligé de déménager d'un bout à l'autre du pays, voire de s'expatrier pour continuer à trouver du travail. On part au Canada, on part aux États-Unis, on part en Europe. Voilà, donc ça marche bien quand on a 20 ou qu'on en a 30 ans. Quand on s'approche des 40, qu'on a fondé une famille, qu'on souhaite plus de stabilité, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Mais de l'autre côté, quand on vous lit, et ça, j'ai trouvé ça intéressant, vous parlez de ces gens, de ces experts, toujours du domaine, qui, eux, disent, oui, mais la crise, elle n'a pas de raison d'être, elle n'est pas justifiée. Et ça aussi, c'est surprenant. En fait, ce qui surprend quand on est de l'extérieur, on se dit: «Mais on comprend pas». On se dit: «Mais les jeux vidéo se vendent très bien». Les jeux vidéo, on fait très souvent des articles pour parler des milliards, des millions de dollars drainés par un Fortnite, là, hier, le jeu chinois Black Myth Wukong qui fait énormément, qui se vend énormément, de Palworld en début d'année. Enfin, il y a toujours là, l'année prochaine, GTA 6 qui va sortir et on sait déjà d'avance que ça va être un immense phénomène. Donc forcément, on se dit, mais enfin, où est le problème? Les jeux se vendent extrêmement bien. Et c'est vrai que c'est une industrie qui brasse des milliards de dollars, qui fait énormément de bénéfices. Mais voilà, la machine se grippe un petit peu et surtout semble ne plus profiter qu'à quelques acteurs et quelques grandes licences. C'est un peu comme au cinéma, où tout a longtemps, ces dernières années, tourné autour des grandes licences Marvel, des grandes licences Disney, et les autres derrière font, nous aussi, on existe, mais c'est beaucoup plus compliqué de trouver de l'oxygène. Et ce qui aussi rend les choses un peu compliquées, c'est que depuis une dizaine d'années, on a des jeux qui continuent d'être toujours là. Par exemple, Minecraft, Fortnite, Call of Duty, qui sont constamment mis à jour et qui, en fait, ont réussi à drainer une audience qui ne joue plus qu'à ça. Et tout l'argent, leur temps disponible et leur argent va vers ces jeux-là et du coup, c'est de l'argent qui ne va pas sur les nouveautés, qui ne va pas sur la production. Donc ce qui fait que la consommation totale de jeux vidéo est très haute, mais on va dire que ça ne ruisselle pas comme, l'industrie le souhaiterait. Vous avez parlé à beaucoup de monde, et aussi particulièrement dans les petits studios. Mmh. Ça va être quoi pour eux, les défis à régler les plus urgents? L'argent. C'est vraiment l'argent, chez les plus petits. C'est parce que ces dernières années, donc pendant les années, on va dire les années champagne, du covid, donc 2021, jusqu'on va dire à peu près 2022, c'était assez simple de trouver de l'argent. Quand on était un créateur de jeux vidéo, il suffisait de toquer à la porte, d'investisseurs, de capital risqueurs, d'aller voir des éditeurs pour dire: «Bon, bah, voilà, c'est mon projet». On dit: «OK, tu as besoin de combien?» Pouf, pouf, voilà, on avait l'argent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. C'est même quasiment impossible en ce moment de lever de l'argent dans le jeu vidéo. Et pour ces petites structures, elles, ce qu'elles voient, c'est que, par exemple, si elles sont en train de travailler sur un jeu, si elles ont eu de la chance, elles ont eu suffisamment de financement pour dire: «OK, on tiendra jusqu'à la fin de la production». Mais si jamais l'argent qu'elles ont levé, qu'elles ont obtenu, que ce soit par des aides publiques, que ce soit, en France, on a beaucoup d'aides publiques pour le jeu vidéo, des aides publiques, des fonds, des subventions, de l'argent d'éditeurs, mais que ce n'est pas suffisant, et ben là, on se retrouve en très grande difficulté. Donc là, je cite en tout début d'article, une entreprise française qui, depuis plusieurs années, travaille sur un jeu. Il ne lui reste plus qu'1 an de production. Le jeu pourra sortir dans 1 an. Il lui manque 2 millions d'euros pour financer cette année. Pour le moment, elle ne les trouve pas. Elle ne se prend que des portes fermées. Et elle me disait, si d'ici octobre-novembre, on n'a rien, on va certainement devoir fermer l'entreprise. Et donc, ce qui va mettre une trentaine de personnes sur le carreau. Chloé, ça fait longtemps que vous avez un œil sur cette industrie-là. Déjà l'an dernier, à vos lecteurs, vous partagiez cette crise qu'il y a. Oui. Quand vous regardez là, plus loin, parce qu'évidemment, quand on écrit un article, il y a ce qu'on peut mettre dedans, mais il y a tout ce qu'on a à côté. Quand vous regardez plus loin, est-ce que vous, votre regard est positif? Avez-vous l'impression que, malgré tout ce que vous venez de nous dire, avez-vous l'impression que l'industrie, elle est encore en France, mais aussi ailleurs, parce que vous parlez à des gens ailleurs. Avez-vous l'impression qu'on est sur la pente descendante ou on va trouver une certaine stabilité? Je pense que, en fait, l'industrie du jeu vidéo a connu beaucoup de crises, au cours de ces maintenant ça fait quoi? 40 ans que ça existe, 40-50 ans. Il y a eu beaucoup de crises dans cette industrie et on va dire que les crises, c'est très violent, c'est très pénible à vivre, ça peut créer des drames, mais ça permet aussi d'assainir.
De faire du ménage. de faire du ménage, d'assainir la situation. Donc, ce qu'on perçoit, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'acteurs qui vont disparaître, pas les plus gros, évidemment, mais des plus petits, des moyens qui se sont créés ces 5-10 dernières années, qui ne tiendront pas, qui vont malheureusement couler. Ça risque de faire partir aussi beaucoup de talents qui ne trouveront pas d'emploi, voilà, au lieu de se dire je vais me lancer tout seul dans mon jeu vidéo, vont partir vers d'autres carrières ou vont partir vers d'autres carrières et feront du jeu vidéo en tant que hobby. Et en tant que, comme on écrit, un exemple que j'aime bien prendre, c'est celui du livre. Il y a énormément de livres qui sortent chaque année, mais combien de gens vivent de ça, de la littérature, ou d'être essayiste? Très, très peu. En fait, la plupart des livres, la quasi-majorité des livres qui sont écrits aujourd'hui sont faits à côté par des professionnels qui ont plein d'autres métiers. Voilà, ça reste souvent, on sait qu'on aura, sauf à tirer le gros lot, qu'on n'en vivra pas. Donc ça, c'est peut-être un mouvement qu'on va voir dans le jeu vidéo, mais en tout cas, voilà, on risque de baisser, baisser le nombre d'acteurs, le nombre d'emplois, et puis la machine finira par repartir. Il suffit, par exemple, qu'il y ait une console de jeu qui fonctionne très bien, qu'il y ait un appel d'air. J'ai des acteurs qui m'ont dit, par exemple, ils me disaient, imaginons que la prochaine console de Nintendo fonctionne très bien. Bon, bah là, les éditeurs vont rouvrir le carnet de commandes pour dire, oh là là, vite, vite, il nous faut du jeu. Voilà, donc il y a aussi tous ces éléments. L'industrie du jeu vidéo n'est clairement pas morte. C'est juste que là, elle vit une période difficile et pénible et qui risque de durer. Et que là, la situation assez exceptionnelle qu'on a connue ces dernières années, voilà, on va passer à autre chose. C'est vraiment l'impression que ça donne. Après avoir lu votre article, on est en train de voir un moment où on est en train de rebrasser les cartes dans cette industrie-là. Chloé Wattier, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef au Figaro Économie et heureusement, vous tenez encore plume et puis on peut lire de vos papiers pour le plus grand bonheur de vos lecteurs. Merci. Et je mentionne d'ailleurs au passage que si vous allez sur la page descriptive de mon carnet cette semaine, vous allez voir, il y a un lien vers l'article qui est disponible en ligne. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci Bruno. Au revoir. Au revoir. On est rendu au moment où je vais rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, avant qu'on parle de ton invité de cette semaine, je veux juste que tu nous donnes des nouvelles d'Apéro UX parce que si je ne me trompe pas, les inscriptions sont ouvertes. Les inscriptions sont ouvertes, effectivement. Notre prochaine édition va être chez Shopify. Je pensais que les bureaux de Shopify, après la pandémie, n'avaient pas réouvert. Non. Non, ils sont encore ouverts. Donc, on va avoir là 150 personnes pour venir entendre parler. Les vieux du UX, dont moi, qui va être sur la scène. On va être pas pris à partie, mais il va y avoir deux animateurs du panel. Challenger. Qui vont nous challenger, qui sont des jeunes UX. Donc, ça va être intéressant parce que sinon, hein, on se disait étant 3 UX, il va y avoir Alain Robillard-Bastien, Christelle Black, qu'on a entendu récemment en podcast, qui vont être sur scène. Puis si on avait été juste 3 vieux, probablement qu'on aurait parlé de vieilles affaires puis qu'on se serait entendu trop bien. Ouais. Donc, on se fait challenger un peu par des jeunes UX. Mais c'est bon. Face à un peu plus d'adversité, disons, dans le marché en ce moment. Oui, puis les bureaux de Shopify, c'est intéressant. Oui, tu vas c'est peut-être avoir quelques wearers qui vont être curieux d'aller voir ça. On est bienvenus, c'est un événement gratuit, il y a du vin, il y a de la bière, puis il y a des petits sandwichs coupés en 4, pas de croûte. Et surtout des propos intéressants. Bon, alors voilà, écoute, les gens qui veulent avoir plus d'informations, où ils vont? Voir mon LinkedIn, je l'ai posté aussi sur mon Twitter, donc sur tous ces canaux-là, comme d'habitude. OK, excellent. Donc, cette semaine, tu vas nous parler d'expérience employée. Exactement. Ben écoute, on en parlait encore récemment avec Christelle Black, on parlait d'expérience UX en le total, qui incluait évidemment l'expérience employée, parce qu'on ne peut pas négliger cette partie-là quand on veut bien servir nos clients. D'ailleurs, on le voit, on connaît les commerces où les gens sont heureux, puis c'est facile de se dire, ben à quelque part là-dedans, il y a un côté pyramidal, il y a un patron qui lui-même encourage ce bonheur-là et il le fait descendre en bas de la pyramide. Moi, j'ai rencontré cette semaine Michel Kioni, qui était d'ailleurs mon premier patron dans le multimédia en 98.
Et c'est drôle parce qu'on a découvert, là, en se parlant, qu'on avait que 4 ans de différence. Il est à peine plus vieux que moi. Mais à cette époque-là, il était à la tête d'une entreprise qui a ensuite été achetée par Connie Case. Connie Case a été acheté par CGI dans le début des années 2000-2001. Donc, c'était un des fondateurs de l'industrie du multimédia et de communication à Montréal. Donc, je lui reparlais. Et depuis ce temps-là, il a fondé la compagnie Empower, qui est un logiciel qui permet de jauger un peu le bonheur des gens, mais c'est multifacteur. Hein. C'est pas, je pense qu'on a tous vu cette application avec des petits sourires là, où tu peux dire quotidiennement, je suis heureux, je suis pas heureux. C'est un peu plus profond que ça et plus intéressant aussi parce que vraiment, il aide les employés sur une base quotidienne et c'est évidemment anonymisé face au patron qui, lui, va voir ces statistiques-là un peu plus globalement pour voir où est-ce et comment, où dans l'entreprise, par groupe, là, quand même, ça reste anonymisé, mais il peut ajuster ses façons de faire et peut-être mettre des mesures plus larges en place. Donc, c'est intéressant. Je pense que c'est dans l'air du temps. Et évidemment, on parle un petit peu d'intelligence artificielle à travers tout ça. Bon, ben Jean-François, on va aller écouter cette entrevue-là. Ça va peut-être inspirer des chefs d'entreprise qui nous écoutent. Et puis, ben, je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. Merci. Bye. Qu'est-ce qui se passe avec toi en ce moment? Tu es sur quoi? Sur à peu près 28 projets différents en même temps. Non, amélioration de soins Power existe depuis 2017, puis il y a 2 gros faits majeurs qui sont arrivés au Québec. Il y a la pandémie, comme tout le monde sur la planète, et maintenant la nouvelle loi 27, la normalisation la loi du travail qui vient nous positionner comme ça se peut pas. Là. À l'époque, on parlait de santé et mieux-être organisationnel. C'était une table de poule, puis une bonne machine à café, puis ça va être le bonheur au bureau. Alors, nous, on n'est pas dans le bonheur, on est dans le bien-être, et maintenant, tout le monde s'aperçoit que la santé au bureau, santé mieux-être, c'est plus que de mettre une bonne table de poule puis une machine à café. Mais c'est quoi cette loi-là? Qu'est-ce qu'elle dit dans les grandes lignes? Qu'est-ce qu'elle oblige les entreprises à faire? Oui, la loi 27, elle existe. Elle a été homologuée en 2021. C'est d'abord le marché de la construction qui a été affecté directement, mais depuis ce janvier 2024, la nouvelle loi oblige, entre autres, et c'est le créneau qui nous intéresse, à toute entreprise, peu importe le nombre d'employés, à identifier les facteurs de risque psychosociaux. C'est quoi après? Après ça, de les analyser et d'en faire des plans d'action. Alors maintenant, quand tu as des problèmes de surcharge de travail, de harcèlement psychologique ou sexuel, de violence, de non-reconnaissance, de non-soutien, il faut que tu les identifies, ces facteurs de risque-là, en tant qu'entreprise, peu importe le nombre d'employés. Il faut que tu en fasses un plan d'action. Donc, as-tu une politique sur le harcèlement? Et la politique, est-ce qu'elle est viable ou pas? Et ça, c'est depuis janvier 2024. Et je te dirais qu'il y a encore probablement 60-70% des entreprises qui ne sont même pas au courant. Non, c'est ça. Il y a d'abord le gouvernement qui l'était. Jusqu'à il y a 1 an, l'écosystème commençait à avoir, OK, il y a une loi. Puis là, depuis 1 an, c'est surtout l'écosystème qui est en train de travailler là-dessus. Comment est-ce qu'on peut faire pour identifier les facteurs de risque et créer des plans d'intervention? Et là, les entreprises commencent à être dans le bain, là. Puis, comment Empower peut les amener à créer quelque chose chez eux? Parce que, pour une fois, comme on le disait en pré-entrevue, c'est le digital au service de l'humain et pas le contraire, pour une fois. Oui, effectivement. Premièrement, c'est pas on va développer une technologie, puis on va essayer de trouver des humains qui vont l'utiliser. C'est d'abord pour l'humain. Donc, ce qui arrive, c'est que nous autres, on a un slogan qui dit « Si tu peux pas le mesurer, tu peux pas l'améliorer ». C'est difficile d'améliorer quelque chose si tu ne le mesures pas. Ouais. Et nous, on est là-dedans. On est dans la mesure. On se situe même en intelligence d'affaires, en santé, mieux-être organisationnel. C'est du BI qu'on fait. Donc, il y a à deux niveaux. Au niveau, premièrement, de la personne, de l'employé, via une application d'autogestion. Donc, ça te permet de maintenir un certain équilibre de vie, donc physique, mental et social. Donc, on mesure le bien-être de l'individu. 30 aspects de vie qu'on mesure, ça prend 2 minutes, ça a été validé scientifiquement. On mesure vraiment le bien-être et non le bonheur, qui est complètement autre chose. Et c'est le bien-être. Et ça fait longtemps que vous faites ça, vous êtes affilié avec les universités, il me semble, à travers oui, on a plusieurs projets. Oui, ça a été validé, entre autres, avec Estelle Morin, qui est professeure-chercheur au HEC, Management. D'ailleurs, notre application est même soumise pas soumise, mais elle est donnée aux étudiants qui sont dans le cours d'intelligence émotionnelle. Ça, c'est au HEC. Ça, c'est un petit velours pour nous. Mais sinon, depuis, on a eu plusieurs projets de recherche, beaucoup avec l'Université Laval. Et là, le dernier gros projet qu'on est en train de travailler, c'est avec la chaire de recherche relief en santé mentale au travail. On a 4 entreprises
pendant 1 an où on fait de la mesure puis on évalue au niveau de la santé mentale. Là, je vais faire ça bref. Et j'ai même un nouveau projet qui part en septembre avec l'Université de Montréal, l'Université de Rimouski et l'Université Laval pour les PME par rapport aux facteurs de risque psychosociaux parce que nous, on est en mesure de mesurer les risques. Et ce qu'on veut faire, c'est automatiser le calcul des résultats et d'offrir automatiquement des interventions possibles selon les résultats et le profil de l'entreprise. Ce qu'on essaie, c'est parce que les PME, le problème, encore une fois, les PME qui représentent 80 à 90% des entreprises ou des employeurs au Québec, ou des employés surtout, sont dans les PME. Ils n'ont souvent pas les moyens, justement, de se payer un sondage organisationnel qui vaut 7 000, 8 000, 10 000 $. Après ça, un consultant qui va te dire quoi faire. Ils n'ont pas les moyens. Sauf que là, tout le monde est dans le même bateau. Et c'est one shot. Un sondage, un moment précis dans l'année aussi. Là. Et voilà. Puis ça, c'est notre grande différenciation. C'est que nous, notre plateforme permet, c'est de mesurer en continu. Donc, on mesure les facteurs de risque. On fait des corrélations avec nos aspects de vie, nos indicateurs de bien-être. Fait qu'on est capable de corréler la non-reconnaissance affecte la communication, la communication, le sommeil et les finances, n'importe quoi. Mais en faisant ces corrélations-là, on est capable de le suivre dans le temps. Fait que si les variations de bien-être s'améliorent, si au Bureau de Québec, on a vu que c'était la non-reconnaissance, avec l'entreprise, on fait un plan d'intervention et 3 mois après, au Bureau de Québec, on va mesurer juste cet aspect-là sans refaire tout un sondage au complet et les corrélations qu'on fait avec nos indicateurs de bien-être. Mais on est capable donc en continu de voir ce qui se passe. Donc, pour aller finalement en prévention. Nous, on est en promotion de la santé et prévention. On n'est pas dans l'intervention. C'est de l'expérience employée. C'est du EX. Carrément. C'est oui. Puis une vraie, là, on est loin de la table de poule puis de la machine à café, là. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour... En principe, c'est en continu. Mais qu'est-ce que vous faites? La crainte qu'aurait un employé de remplir cette information-là toute l'année, par exemple, pour son bien-être à court terme, mais aussi peut-être avec la peur de se faire monitorer ou valider par son patron. Comment ça fonctionne? Est-ce que les données sont anonymisées et le patron a comme juste une idée générale de la santé ou le bien-être de ses employés ou il le sait par employé? C'est pas par employé. C'est effectivement anonymisé. Puis, une entreprise peut faire des groupes et des sous-groupes, mais il y a un minimum. Si jamais, mettons, il y avait un sous-groupe de 30 employés, à 30 employés, on est capable d'afficher des résultats. C'est anonyme, c'est dans les bonnes pratiques de l'industrie par rapport au sondage ou l'affichage de résultats. Ouais. Mais si sur les 30, parce que c'est volontaire, s'il y en a juste 10 qui ont répondu, on va dire désolé, les résultats, on ne peut pas afficher les résultats parce qu'il n'y a pas assez de données. Fait que l'employé est vraiment, vraiment protégé. Et les données appartiennent à l'employé. Ils ne m'appartiennent pas, ils n'appartiennent pas à l'employeur. Ouais. L'employeur n'a pas accès aux données, ils ont accès aux résultats, mais ils n'ont pas accès aux données comme telles. Ouais, et si un employé dit hey, moi, ça ne me tente plus, il fait delete mon compte, là, supprimer mon compte, tout est effacé au complet. C'est intéressant parce qu'en même temps aussi, à un moment donné, avec la croissance de votre entreprise Empower, vous allez avoir potentiellement beaucoup de data sur bien des Québécois où vous pourriez avoir une force de recommandation même auprès du gouvernement. Là. Oui, bien écoute, c'est sûr, là, ça peut faire peur à du monde, mais c'est sûr, quand tu développes de la technologie au service de l'humain, tu veux que ça valorise l'humain, donc tu veux te servir des résultats pour améliorer les trucs. Tu sais, moi, quand je vois des sondages, les meilleurs pays où mieux vivre, tu sais, c'est le Canada est 5e, la Norvège est 1er, etc. Tous ces sondages-là, malheureusement, c'est souvent relié au PIB. C'est très matériel. Est-ce que tu as accès à des soins de santé? Est-ce que tu as accès à l'école, à l'éducation? Est-ce que tu as du boulot? C'est quoi le taux de chômage? Est-ce qu'il y a de l'eau? Etc., etc. Mais le bien-être, mais comment tu te sens là-dedans en tant qu'individu? Parce que le bien-être, c'est un état qui est vécu, mais qui n'est pas perçu. Et moi, si je te demande comment ça va, en principe, tu es capable de me répondre. Tu n'as pas besoin d'Empower pour répondre, mais tu n'as peut-être pas conscience de tous les aspects de vie. Tu vois, où est-ce qu'il y a peut-être un déséquilibre? Puis souvent, 2 aspects de vie est relié à un autre, un troisième. Fait que si tu corriges un truc, ça corrige les 2 autres. Alors nous, c'est une prise de conscience de ton bien-être. Ouais. Là, avec l'application d'autogestion, tu dis, OK, effectivement, je pourrais me faire une action ou un plan d'action dans le temps. Puis là, tu peux mesurer si ça modifie des choses. Ça peut être
excuse-moi, ça peut être intéressant pour ton mal-être aussi. Si tu as un mal-être global, mais tu ne sais pas d'où il vient. Même chose, si tu fais ce que tu viens de décrire là, en théorie, tu vas pouvoir peut-être régler un peu une partie de ton problème en repérant les endroits où ça va moins bien. Là. Oui, puis on s'entend que dans le quotidien, là, des fois, c'est juste de faire le ménage de ton bureau qui fait que tu n'es pas bien. Puis tu traînes. Tu sais, on s'entend, on appelle ça souvent, on a plein de petits ventilateurs. Tu sais, le bien-être, c'est plein de petites étapes, plein de petits items qui t'affectent. C'est pas juste j'ai perdu quelqu'un. Oui, ça, c'est sûr, le bien-être vient de dropper, mais c'est un coup, c'est un choc, mais les petits quotidiens, les petites préoccupations quotidiennes accumulées, c'est souvent là qui va mener à un épuisement, entre autres au boulot, là, ou à un divorce là, quand tu es en couple. Alors, c'est ça. InPower est là, pas pour te faire des méga gros changements dans ta vie, c'est juste pour essayer de te créer des routines, maintenir un équilibre physique, mental, social, de rester en équilibre, puis de prendre conscience de qu'est-ce qui va pas. Puis dans l'application, on réfère à des ressources. J'ai des problèmes de sommeil, ben mon employeur m'offre, j'ai un PAE, puis il y a les liens s'en vont directement au bon endroit, les bonnes ressources par rapport à ta préoccupation. On essaie d'optimiser l'utilisation des PAE aussi qui sont méga sous-utilisés. Là, oui, encore une fois, les gens ont peur d'utiliser les PAE parce qu'ils se disent mon patron va être averti que, même si c'est pas le cas, mais c'est quand même la faiblesse qu'on a peur de montrer autour de nous. On veut pas appeler quelqu'un et dire je ne vais pas bien, je ne veux pas appeler surtout pas mes RH. Alors, c'est sûr que les employés privilégient le numérique, ça c'est certain. Ouais. Puis d'une façon de rester anonyme, tu sais, donc, mais c'est ça l'autogestion, c'est t'aider, aide-toi, puis si les données sont toutes récoltées, agrégées, anonymisées, mais ça permet à l'organisation de voir ce qui se passe, de savoir où est-ce qu'il y a des trous. Si tout le monde a besoin d'améliorer leurs conditions physiques, mais toutes mes ressources d'aide sont sur autre chose, ben, je passe à côté, ça me coûte cher, les employés sont pas heureux, etc. Là, ça peut lever des drapeaux. Là. Ça peut dire qu'il y a un malaise dans ce groupe de 30 personnes-là, parce que, mettons, l'entreprise de 200 personnes, tu peux quand même subdiviser un peu par groupe, permettant ici de quand même cibler un peu plus. C'est toujours anonyme, mais tu es capable de cibler. Là. Ça peut être par métier, ça peut être par endroit, par région, parce que les contextes sont différents. Là. Dans une même entreprise, tu peux avoir différents contextes. Donc, tu peux diviser en groupes que tu veux. Puis, en plus, par exemple, c'est qu'on a les variations de bien-être, on a les liens avec les facteurs de risque psychosociaux et aussi, on a les actions que les gens prennent ou pas. Fait que si on voit qu'il y a un problème de surcharge de travail et que les gens ne font rien pour ça, là l'organisation a un problème. C'est OK, il y a un problème de surcharge, puis on n'a aucune ressource. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ou au contraire, les gens disent faudrait que j'apprenne ci, faudrait que j'apprenne ci. Je dis, ben là, est-ce qu'on peut offrir une formation pour dire, regarde, il y a un manque, il y a un besoin. Donc, on essaie de personnaliser finalement les interventions possibles. Mais ça peut peut-être être une belle façon pour des employeurs de mesurer justement, parce que je pense que les employeurs cherchent un peu des façons d'inciter les gens à revenir dans les bureaux. Ils le font un peu maladroitement. Là, il y a peut-être une façon de mesurer bonheur à la maison versus bonheur en mode hybride versus au bureau. Il y a peut-être une façon de monitorer et d'améliorer ça aussi. Là. Oui, parce qu'une fois que tu as des indicateurs de santé mieux-être, que ce soit facteur de risque ou que ce soit des aspects de vie, les actions que les gens prennent, c'est qu'éventuellement, avec tout ça, les variations, tu es capable de commencer à mesurer les impacts. Alors, quand tu es rendu, tu as assez de données, puis ça fait un petit bout de temps, quand on rentre chez un client, c'est pas le mois suivant qu'on est capable de dire, regarde, voici tout ce que tu dois changer, là, c'est évident. Mais avec le temps, tu es capable de voir l'impact de tes interventions ou de tes non-interventions, parce que c'est souvent le cas aussi, c'est pas nécessairement on a tout fait, c'est souvent on n'a pas fait assez ou on n'a pas fait les bonnes choses. Fait en mesurant l'impact, mais là, tu es capable d'établir des meilleures politiques. Fait que ça peut toucher la politique du travail hybride ou pas, ou autre chose, là, les heures, les semaines de 4 jours, etc., etc. Notre rêve, un jour, ça serait de pouvoir faire de la prédiction. Ça serait de dire, Jean-François, toi, quand il pleut, les communications ne vont pas bien, puis là, il annonce 4 jours de pluie, donc cheer up, ou regarde telle vidéo. On va faire du sport. Ou reste chez vous, on va faire du sport. L'IA, c'est le fun, mais il faut contextualiser. Fait que là, en ce moment, on ne veut pas être trop intrusif non plus. Fait que dans le domaine de la santé, l'IA est assez complexe. C'est des grandes questions qui s'ouvrent devant nous là, entre l'IA et la santé. Oh my God, oui. Hey Michel, mon premier grand patron dans le numérique à Montréal, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé aujourd'hui. C'était vraiment cool. Un gros merci, ça fait vraiment plaisir. N'importe quand. Merci Michel.
Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à mes invités, un gros merci également à Jérôme Colombin et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet et puis dès lundi pour une nouvelle édition du bulletin 120 secondes de tech. Bonne semaine, portez-vous bien.